d'enseignement et technique d'éducation et formateur d'équipe directive. Et alors, il a fait un long voyage aujourd'hui pour être là, avec la neige, et avec le barrage de la route, je ne sais pas quoi. Et il a eu des aventures aujourd'hui dans son voyage au Val-d'Aran. Nous resterons ici toute la vie. On va trouver ici un petit boulot. On va aller à Barcelone. Je vais écrire à mon mari. Bon, alors, c'est le destin. La valanga reste. Simona, on va te lancer sur la balance. On va te lancer là. Merci, ça fait Es que hay Sí, sí. Derek Exxon Simona, la setmana que ella en la web, que en la web de la Liga de l'Institut, en la web de la Simona. La web de la Simona, que más Uy, sí, no. Yo no. Que t'ajou un placer tostem este d'embosati. D'embosati. D'embosati accedits. En primer lloc perquè jo consideré la Val d'Aran com a dijau a casa. Per altra part, m'heu convidat a parlar d'un tema que m'apassiona, que era la valoració de centres educatius. Per tant, doble placer, t'ajut. Un doble placer, t'ajut. També perquè la conferència us l'haré en francès, que la llengua és menys arreit. Era mia illa i casada d'un home francès que és de París. Avec l'accent parisien. Avec l'accent parisien. Et pourtant, c'est ça. Pour moi, c'est un plaisir de venir ici à la Val d'Aran et partager avec vous ces moments et partager avec vous cette chose-là qui pour moi c'est une passion, que c'est l'évaluation des centres éducatifs. Sur ça, j'ai fait, comme Yann a dit, des formations avec les cadres directifs et j'ai fait aussi la formation comme professeur de l'université de Lleida aussi, pendant des années aussi comme professeur de l'université ouverte de Catalogne. C'est une université online. J'ai travaillé tout cela. Et pourtant, nous parlerons surtout de 3 idées pendant, je crois, 45 minutes, 50 minutes, nous pourrons débattre si nous voulons le faire. La première idée force, c'est l'idée de l'évaluation.
La seconde idée, c'est l'idée de l'innovation. La troisième idée, c'est l'idée de l'amélioration dans les centres éducatifs. Et tout cela, comment nous le pouvons traiter, comment nous le pouvons mélanger. Bien, il y aura deux parties. La première partie, nous parlerons de l'évaluation comme les moteurs de l'amélioration dans les centres éducatifs. Et la seconde, l'évaluation comme innovation. Et quelques idées sur l'évaluation de l'innovation, que c'est le sujet que j'ai en ce moment-là travaillé dans la Consellerie d'enseignement, que c'est comme le ministère de l'Éducation de la Catalogne. En ce moment-là, nous faisons un travail pour aider les centres éducatifs, les établissements, pour faire ça, pour évaluer l'innovation. Bien. Alors, et si vous voulez parler d'autre chose, de comment innover par exemple l'évaluation, nous le pouvons parler aussi. Mais ça, si vous voulez, après, quand nous faisons les commentaires ou les questions. Bien. Alors, la première partie, l'évaluation moteur de l'amélioration dans le centre éducatif. Un peu d'histoire. Parce qu'il y a 3 ans, j'avais été dans l'ESSEM. Vous connaissez l'ESSEM? L'ESSEM, c'est l'école supérieure de formation de cadres qui est en Poitiers. Et là, avec des camarades de l'inspection, des camarades directeurs, travaillons cette idée de l'amélioration à travers de l'éducation. Et pourtant, ce n'est pas une idée que nous inventons en ce moment-là. C'est une idée qui occupe et préoccupe beaucoup dans les différents cadres éducatifs. Et dans ces réunions, partager quelques points de vue. Et cette idée-là, que je vous commenterai du point de vue historique, nous la partageons avec des inspectrices de l'Académie de Bordeaux. La première idée qu'elles disent, c'est que les contrôles de qualité des établissements scolaires étaient une pratique qui commence au début de l'école moderne. Et c'est ça. Le 19e siècle, l'État veut développer des modalités de contrôle de l'éducation afin de garantir la qualité de l'éducation. Si nous parlons de l'évaluation des écoles, nous parlerons toujours de la qualité. Vous le verrez déjà. Mais du début, il y a confié la surveillance de l'école au pouvoir central de l'État. Bon, à travers de quoi? À travers de l'inspection. Mais l'inspection s'organise à une position hiérarchique et pyramidale des inspecteurs. Le contrôle, en ce moment-là, se porte plus sur les individus que sur les structures, que sur les centres, que sur les écoles. Et pourtant, c'est une façon totalement différente à ce moment-là que nous faisons pendant le siècle XX. À la fin du siècle XX, des années 80, la dimension de contrôle et de surveillance s'atteignit au bénéfice de l'évaluation. Pourtant, pendant le 19e siècle et la plupart du 20e siècle, l'idée de la qualité bascule sur le contrôle. Mais c'est au fin du 20e siècle que le contrôle de la qualité ou l'amélioration de la qualité bascule sur l'évaluation. Contrôle pourtant
et évaluation. Et c'est pourquoi? Parce que, bon, il y a un mouvement que c'est général qui partit, par exemple, de la stratégie de Lisbonne, l'année 2000, qui pose la nécessité de développer les évaluations des unités d'enseignement, l'école, l'établissement. On dit qu'il y a 3 niveaux d'évaluation. Le niveau du système éducatif, c'est un niveau macro. On dit qu'il y a un autre niveau que c'est le niveau meso, un niveau des centres éducatifs, des établissements, des écoles. Et un niveau micro, que c'est la des enseignants. Hein? Un camarade dit, un camarade d'une association que j'appartiens, que c'est le Forum européen des administrateurs de l'éducation, me dit que la coupe intelligente du système éducatif, ce sont les écoles, pas les systèmes, pas les individus. Si nous voulons garantir, si nous voulons faire une croissance, un améliorement des systèmes, en tout cela, l'idée c'est améliorer les écoles. C'est bien, il y a des politiques, et les partis politiciens ont le droit de faire sa politique, c'est bien. Mais si nous voulons améliorer le système, c'est là. C'est au niveau des écoles que nous devons faire l'évaluation et la croissance. Mais évaluer l'établissement peut être fait à partir de 2 perspectives. Vous le savez déjà. 2 perspectives. Une perspective externe et une perspective interne. La perspective interne, ça veut dire qu'il faut un mot qui est parfaitement à la mode maintenant, c'est dit empoderer, empowerment. En anglais, on dit empowerment, empoderer. Je ne sais pas si c'est beaucoup français ça. Non, mais en anglais, c'est l'idée. Empowerment, les écoles. Donner à les écoles la possibilité, la formation de s'auto-évaluer, de faire l'évaluation pour soi-même. C'est bien, c'est nécessaire de faire une liaison entre l'évaluation interne des écoles et l'évaluation externe. L'externe, ici, l'a fait l'inspection d'éducation. Hein? Mais il s'agit de travailler conjointement les écoles et l'inspection en partageant des instruments, par exemple les indicateurs, hein, vous savez, que nous parlerons maintenant. Et ça pourquoi? Pour l'évaluation soit un processus d'amélioration, pour que l'évaluation soit ce processus d'amélioration, l'évaluation doit être développée dans un cadre de planification stratégique. Ça que veut dire? Veut dire que parce que l'évaluation doit être en la ligne d'améliorer, il faut avoir clairement fixé les objectifs. Et l'évaluation doit être faite sur les objectifs de notre planification. Ça veut dire qu'il y aura des critères, des indicateurs d'évaluation. Ça veut dire que les objectifs, nous les concréterons avec des stratégies. Et ces stratégies sur des activités.
concrètes que nous le ferons à travers du planification annuelle et la planification MESO. Cette activité a une implication des agents, des ressources et aussi une temporalisation. Ça, c'est le cadre, le typique cadre d'une planification. Qu'est-ce que nous voulons faire? Quelles sont notre intention? Ce sont les objectifs. Ça doit se concrétiser à travers des stratégies, des activités, et on doit les évaluer. Nous le verrons plus concrètement. Et tout cela dans un cadre de la planification stratégique. Et c'est pour ça que l'évaluation, c'est la clé d'un processus d'amélioration. Parce que si j'ai une équipe, si j'ai une équipe qui configure l'ensemble des professeurs et d'enseignants, et je veux faire un processus d'amélioration, je veux faire un processus d'innovation, il y a quelques questions qu'on doit répondre. À travers, nous pensons, où est-ce que allons-nous? Où est-ce que sommes-nous? Nous allons en avant. Faisons-nous vraiment ce que nous avons dit que nous ferons? Cela affecte les objectifs. Et comment nous pouvons savoir tout cela? Comment nous pouvons répondre à ces questions? Nous pouvons répondre parce que nous avons besoin d'un système d'information de ce que nous voulons réaliser, basé sur des indicateurs qui répondent à ces questions de base. Et pourtant, la question c'est bien indicateur, évaluation à travers des indicateurs. Nous le pouvons définir avec beaucoup de concepts. Il y a théorique qui parle de qu'est-ce que sont les indicateurs, de plusieurs points de vue. Mais pour fixer les champs sémantiques, nous pouvons penser que les indicateurs, c'est l'information, généralement une expression numérique qui permet à l'école de mesurer et évaluer la réalisation d'un objectif, d'une initiative et son niveau d'incidence. Bien, c'est pourtant une idée, c'est une façon d'enfoquer ces concepts. Mais je vais faire emphasis dans deux mots, mesurer et évaluer. Mesurer a une connotation numérique, quantitative. Et l'évaluation, évaluer, a une connotation qualitative. Et pourtant, nous pouvons faire, il y a deux indicateurs qui seront numériques et autres, que c'est possible que je peux voir comment on fonctionne à travers des méthodologies de recherche qualitative. Pourtant, on dit, bon, est-ce qu'il faut mesurer pour savoir? Pas du tout. Il y a quelques occasions que c'est impossible de mesurer. Par exemple, je vais mesurer la solidarité de mes élèves. Est-ce que je la peux mesurer? Je peux mesurer la socialisation. Est-ce que je peux mesurer le niveau d'équité? Par exemple, ce sont des choses que je peux mettre comme objectif. Mais non. Mais mesurer, c'est très difficile pour faire là. Alors, j'ai besoin de quelques méthodologies qui sont qualitatives. Que peut-être des interviews, peut-être d'autres
d'autres éléments qui peuvent être pour moi plus clarifiants que seulement un numéro. Et pourtant, les deux façons, les deux types d'indicateurs. Et c'est à travers de l'utilisation des... Oh, qu'est-ce qu'il y a ici. C'est à travers de l'utilisation d'indicateurs d'évaluation que l'on peut développer et suivre le plan, apprendre, prendre des décisions et s'améliorer. Et pourtant, normalement, on dit que c'est le système d'indicateurs de l'école. On doit faire ça, un conjoint d'éléments qui nous disent si nous allons bien dans la bonne direction ou non, en fonction en fonction des objectifs. Et pourtant, l'idée, desde cette perspective, nous pouvons entrevoir, nous pouvons concevoir l'évaluation comme la clé, comme le moteur de l'amélioration de l'école. Et nous pouvons concevoir l'école comme une organisation qui apprend. Non seulement apprend notre élève, apprend aussi l'école. Apprend l'école comme organisation. Et c'est l'idée, il y a beaucoup d'investigations en ces directions. Ce sont des organisations, l'organisation aussi doit apprendre. Et comment est possible ça? Comment nous pouvons faire que l'organisation apprend? Donc, à travers de l'évaluation. Et nous faisons un peu plus concréter quel est ce rôle que nous ferons, nous expliciterons avec ça. Les objectifs, c'est concret avec des critères d'évaluation. Ça veut dire qu'il faut préciser les objectifs sur la base des stratégies définies, mais la définition du minimum à atteindre. Par exemple, si nous avons l'objectif d'améliorer l'expression orale des élèves ou la compréhension écrite des élèves, et je pense avec les 80%, je dois définir quel est le niveau que je vais atteindre. Par exemple, les 92%, c'est bien. Si j'ai j'ai atteint ce niveau, ça ira bien. Sinon, ça veut dire que je dois faire quelque chose pour y atteindre, pour aller jusqu'à là. Et alors, les critères à travers des indicateurs. Et les indicateurs nous disent comment nous pouvons l'évaluer. À travers des taxes, bien, c'est numérique. À travers des pourcentages, c'est bien, c'est numérique. Mais degré d'accomplissement, aux résultats, aux impressions subjectives que les personnes peuvent commenter de le niveau de satisfaction, etc., 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 que seront qualitatifs. Et avec des instruments, par exemple, lignes directrices pour l'analyse, la collecte des données et questionnaires aux réunions avec les personnes, avec les agents. Tout cela, il est nécessaire de faire un rapport d'évaluation. Il faut le fixer. Parce que je peux avoir beaucoup d'idées, mais en le moment là que j'applique l'écriture, je fixe ces idées et j'arrive à quelques conclusions que je dois mettre
dans les rapports annuels. Et d'accord avec la valoration que j'ai fait dans les rapports annuels, ça peut influer sur les objectifs que je ferai l'année prochaine. Ici, vous voyez, tout cela implique une roue de qualité. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de John Cotter qui s'appelle Notre iceberg s'effondre. Our iceberg is melting. Ça, c'est très intéressant, ce livre. John Cotter parle d'une histoire de pingouins. Ce sont des pingouins qui ont un magnifique iceberg. Et les pingouins scientifiques, parce qu'il y a des pingouins qui sont scientifiques, les pingouins scientifiques se plongent dans le dessus de l'iceberg et voient et fait la compréhension scientifique de que l'iceberg s'effondre. Et alors, les personnes qui sont dessus du iceberg ne le voient pas, ne le voient pas. Et c'est le processus de convaincre les autres de qu'on doit changer. On doit changer d'iceberg. Il y a une histoire avec la professeure qui parle par exemple des élèves, qu'il y a des explorateurs qui vont à chercher quelque autre iceberg. Et alors la professeure lui dit, il y a beaucoup de dangers dans la mer, il y a des énormes poissons qui se mangent les petits pingouins et tout cela. Et il y a une révolution, non, nous ne voulons pas changer, non, nous restons ici. Mais le leader des pingouins parle avec la professeure et lui dit, non, on doit changer cette vision. C'est nécessaire de changer. Et alors, les élèves avaient mauvais sommeil, les pesadillas. Cauchemar, c'est ça. Et il change de vision de discours. Elle lui dit, non, ils sont des héros que nous ferons voir quelque autre chose. Et nous pouvons découvrir autre chose comme ça. Bien, c'est très important la position des professeurs, de maîtres en cette histoire. Mais la conclusion à laquelle veut arriver John Cotter avec cette question dit qu'il est nécessaire le changement. Dans notre organisation qui apprend, on doit s'installer dans la culture du changement. Et c'est ça. Si nous voulons améliorer, nous devons installer la culture de notre organisation dans la culture du changement. Et sûrement, vous avez vu la rue de Deming, non? En anglais, plan du check act. Et pourtant, cette rue, vous la connaissez déjà. Et c'est l'idée du changement, de la modification. Première, de la modification permet d'aller à la roue de la qualité parce qu'en premier lieu, nous planifions, après nous développons, nous contrôlons, nous évaluons et nous ajustons, faisons des ajustements pour améliorer et tout comme ça. C'est nécessaire d'implémenter les changements. Et la seconde vision, sûrement vous le connaissez déjà sur la rue Denis,
c'est ça. Nous entrons dans un système de qualité. Il y a donc le changement. C'est pas facile. On doit monter tout cela. Mais si nous faisons ça, plan du check-up, et nous faisons nous ancrons notre organisation dans cette roue, nous faisons les chemins. Il y a quelques occasions que c'est difficile de l'amélioration. Et pourtant, nous entrons dans ce système de qualité. Et c'est ça, une caractéristique des écoles de qualité. On peut dire, cette école est de qualité. Mais la principale caractéristique, c'est ça, qu'ils font, ils sont dans le cercle de qualité. Parce qu'ils sont capables de réflexionner d'une façon bien organisée sur les choses qu'on fait et les choses qu'on peut améliorer à travers de l'évaluation. Bien, c'est la première idée, donc, et la seconde idée est l'innovation. Qu'est-ce que nous parlons sur l'innovation? Qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'innovation? Bon, maintenant, c'est non seulement à la Catalogne, mais à toute l'Espagne, il existe un fort mouvement pédagogique qui identifie la qualité à l'innovation. Et les écoles qui innovent sont de qualité et ont un prestige supérieur à des écoles qui n'innovent pas. Pourtant, le centre innovateur a plus de considération sociale et a un meilleur profil des élèves et des familles. Bon, en cas de concurrence de la matrícula. Mais il y a des mouvements de parents qui réclament ces centres innovants une façon différente d'éduquer leurs enfants. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos de Ken Robinson. Voyons, a une duration de 11 minutes, mais m'intéresse surtout les 3 minutes premières. Je ne sais pas si on pourra écouter. ¿Se oye? Ara. Ja se sentia. Debra. Una mica més. No, però és que no sona l'àudio. En ce moment, dans tous les pays, on réforme l'enseignement Ara. public. À cela, 2 raisons. La première est économique. Comment instruire nos enfants pour qu'ils trouvent leur place dans l'économie du XXIe siècle? Comment s'y prendre? Et ce, alors même que nous sommes incapables de prévoir à quoi ressemblera l'économie la semaine prochaine, comme l'a démontré la crise récente. Comment faire donc? Quant à la seconde raison, elle est culturelle. Tous les pays du monde se demandent comment éduquer nos enfants pour qu'ils acquièrent une certaine identité culturelle, pour leur transmettre les gènes culturels de nos communautés, tout en participant à la mondialisation. C'est la quadrature du cercle. Le problème, c'est que ces gens comptent affronter l'avenir en appliquant les méthodes du passé. Et, ce faisant, ils laissent sur le bas-côté des millions d'enfants qui ne voient pas l'intérêt d'aller à l'école. Nous, quand nous y allions, nous étions motivés par un principe. Si on travaillait dur, qu'on obtenait de bons résultats et qu'on décrochait un diplôme, on était sûr d'avoir du travail. Nos enfants n'y croient plus, et ils ont bien raison. Certes, mieux vaut avoir un diplôme, mais ce n'est plus une garantie d'emploi. Surtout si pour l'obtenir, on refoule tout ce qui nous était cher. On entend parfois dire qu'il faudrait remonter le niveau, que cela permettrait de progresser. Eh bien oui, d'accord, ce serait bien. Qui prendrait l'inverse? Aucun argument n'a réussi à me convaincre qu'il faudrait le baisser. Le problème,
c'est que le système d'éducation actuel a été fondé, conçu et organisé à une autre époque. Il repose sur la culture intellectuelle du siècle des Lumières et sur la conjoncture économique de la révolution industrielle. Avant le milieu du XIXe siècle, l'enseignement public n'existait pas. Enfin, on pouvait quand même être instruit par les jésuites si on en avait les moyens. Mais l'enseignement public, financé par les impôts, obligatoire et gratuit, c'était une idée révolutionnaire. Beaucoup de gens s'y sont même opposés. Selon eux, il était inconcevable que les gosses des rues, les enfants d'ouvriers, profitent de l'enseignement public. Ils sont incapables d'apprendre à lire et à écrire. Ne perdons pas notre temps. Cette idée s'ajouta à toute une série d'hypothèses sur l'organisation sociale. Fondée sur les nécessités économiques de l'époque, elle fut renforcée par une conception intellectuelle de l'esprit, issue en grande partie de la notion d'intelligence selon les Lumières. Être véritablement intelligent, c'était raisonner selon une logique déductive et maîtriser les humanités, comme on disait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences intellectuelles. Cette notion est gravée dans le marbre de l'enseignement public. On classe les gens dans deux catégories, scolaires et non scolaires, intelligents et non intelligents. Résultat, de nombreuses personnes très douées sont persuadées d'être bêtes, car elles ont été évaluées selon cette seule conception. L'édifice repose donc sur deux piliers, économique et intellectuel. J'estime... Bon, c'est ça, c'est cette idée. Ces vidéos l'ont vu beaucoup des parents. Et cette conception que l'école actuelle répond à une organisation de la révolution industrielle qui déjà n'existe pas et qu'en ce moment-là, nous sommes à un autre niveau du développement. Nous sommes dans le niveau de la société de la connaissance, de la société du savoir. Et pourtant, l'économie se fonde sur ces prémices de la société du savoir, pas de la société industrielle. Et alors, ça veut dire que les écoles qui font et sont organisées comme une production industrielle des élèves ne servent pas à la société actuelle et la société future. Cette idée-là a réussi dans nos parents. Ces vidéos l'ont vu beaucoup de parents et demandent maintenant que nous faisons quelque chose à les écoles pour changer, pour réenfoquer d'une façon différente la façon que nous avons de travailler avec les élèves, de répondre à les intérêts actuels des élèves. Bon, je ne sais pas si ça c'est vrai ou non, c'est pas vrai, mais sûrement ces vidéos, cette idée-là a beaucoup de réussissement dans notre société et nos parents. Il y a eu des millions de visualisations et sûrement vous le connaissez déjà. Et si vous le voulez voir entier, simplement allez à Google et mettez Ken Robinson. Il y a des vidéos, il y a une autre vidéo qui s'appelle « L'école tue la créativité ». C'est une autre vidéo que nos parents ont vu déjà et c'est pour ça qu'ils veulent une autre façon de faire de l'école. Bon, il y a beaucoup de succès de cette idée. Et pourtant, c'est pour ça que l'innovation est perçue comme une stratégie fondamentale pour améliorer la qualité de l'éducation. La qualité de l'éducation perçue comme, modernement, on dit, les parents qu'on perçoivent l'éducation. Et tout cela nous porte à, par exemple, l'idée de repenser
l'éducation. Et c'est récemment en Corée, dans la cité de Incheon, Corée du Sud, évidemment, Corée du Nord, bon. Mais cette réunion-là s'est faite dans cette ville. C'est la réunion de l'UNESCO et parle de repenser l'éducation du point de vue mondial. Cette vision. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Incheon? C'est bien vers un bien commun mondial. L'éducation, c'est un bien commun mondial. Nous devons situer qu'il y a beaucoup de pays que l'éducation pour tout n'arrive pas encore. Par exemple, dans le Brésil, il y a beaucoup de sites dans le Brésil que l'école encore n'est arrivée pas là. Par exemple, dans le Pérou aussi, ou dans Colombie, la Colombie aussi. Et pourtant, c'est bien qu'il y a un processus comme ça. Mais que signifie une éducation de qualité aujourd'hui du point de vue d'Incheon? Il arrive beaucoup de conclusions. Il y en a beaucoup. Mais nous les pouvons résumer avec cette idée-là. C'est la déclaration d'Incheon. On parle de beaucoup de choses, mais il y a trois choses qui pour moi excellent. Une éducation de qualité favorise la créativité, favorise la connaissance et assure l'acquisition des compétences de base. Ça, c'est l'idée fondamentale que je crois, pour résumer, si vous voulez voir le résumé, bon, il y a un résumé de toutes les choses qu'on parlait à Incheon, c'est 150 pages, c'est bien, hein, très intéressant, mais l'idée fondamentale, c'est quoi? De mon point de vue, c'est ça. Hein? Et c'est fondamenté dans les idées de Peter Drucker. Vous connaissez l'œuvre de Peter Drucker, The Age of Discontinuity. Ça veut dire que la connaissance, le savoir, constitue le facteur central de l'économie et pourtant sera déterminant pour nos élèves au futur immédiat. Bon, ce sont les idées de Peter Drucker en ces lignes de pensée. Bien, mais nous sommes convaincus, c'est bien, nous voulons changer, nous voulons pourtant améliorer. Et il y a le processus de l'innovation, c'est fait du change, mais nous voulons arriver à faire une transformation de notre école. Quelles sont les phases? Ce sont 7 phases. Le changement, il va jusqu'à l'innovation pour faire l'amélioration et arriver à la transformation. Ça veut dire que pour améliorer, nous devons changer, c'est clair. Lorsque le changement est planifié, c'est une des caractéristiques que nous ne pouvons improviser une innovation. Le changement est planifié et une innovation. Quand l'innovation est une amélioration, c'est la qualité. Et lorsque l'amélioration est consolidée, c'est une transformation de l'école. Pourtant, l'idée, c'est cette idée-là, hein, le processus. Et je voudrais vous montrer une image qui l'a fait le CECIR. Le CECIR, c'est le centre de ressources sur l'innovation qui est dans Barcelone. L'image
c'est ça. C'est comme un plan de métro. C'est comme un plan de métro. Qué guapo. Il y a beaucoup d'idées ici qui peuvent définir quelle est la innovation. Bien sûr, il y a la voie principale qui nous dit que c'est la détection, promouvoir, transférer, communiquer et évaluer. Mais il faut prendre attention sur le neuf du réseau, les liens de la réseau. Mais voyez, si nous faisons une innovation sans voir la tradition pédagogique, ici à la Catalogne, à l'Espagne, nous avons une tradition pédagogique d'innovation. L'école del mar, l'école del bosque, etc. Au principe du XXe siècle, il y avait un mouvement qui s'appelait la nouvelle école, l'école nova, la nouvelle école. Bon, il y a une tradition pourtant pédagogique ici, mais il y a une tradition pédagogique française, il y a une tradition pédagogique italienne. Nous buvons beaucoup de la tradition pédagogique italienne, de la Lombardie par exemple, surtout les petites écoles. Nous pouvons apprendre beaucoup de cette tradition du nord de l'Italie. Mais on doit fonder aussi sur la recherche. Ça veut dire sur les choses que scientifiquement nous savons que fonctionnent. Ça veut dire que c'est la différence qu'il y a entre l'innovation et l'occurrence. Peut-être bien, je peux avoir une occurrence, je fais une innovation, mais sur quoi tu te fondes? Quelles sont tes bases scientifiques pour dire que ça peut fonctionner ou non? Bon, pourtant, tradition pédagogique, base scientifique, recherche, ça veut dire la ligne de l'innovation, c'est bien, c'est nécessaire des ressources, c'est nécessaire compter avec la communauté éducative. On ne pas peut aller seulement le professeur sans la communauté, il faut aller tous ensemble. Et alors, nous porterons à une nouvelle recherche pour y aller. C'est clair, l'idée, nous l'avons parlé, du changement, de l'améliorement. Et nous parlons aussi de l'idée de la formation. C'est très important. Nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas innover s'il n'y a pas une bonne formation des cadres, des professeurs. Nous devons partager les idées, les significations des concepts. Quand nous parlons, nous devons signifier les mêmes choses. Bon. Et pourtant, la formation. Et il y a aussi la diffusion comme un élément très important. Les actuations, l'impact et les nouvelles propostes pour travailler, continuer dans l'innovation. Bon, mais pourtant, qu'est-ce que c'est et que n'est pas l'innovation? Comment nous la pouvons définir? Cette définition que je vous donnerai n'est pas une invention mienne. C'est la vision qu'a le gouvernement de la Catalogne sur l'idée de l'innovation. Et c'est fixé dans un ordre ministériel, l'ordre de la Cancellerie, que c'est l'ordre ENS 164 du 2016. C'est bien récent. Et nous dit ça, l'innovation est un processus. Ce n'est pas une question ponctuelle, c'est un processus
planifier. Surtout, il y a la planification parce que je ne peux pas commencer une innovation sans fixer, sans partager les objectifs que nous avons en commun. Pourtant, un processus planifié de changement et de renouvellement basé sur la recherche scientifique que nous avons dit, qui répond à l'évolution sociale. Il y a quelques besoins de la société, il y a quelques demandes de la société, et l'école doit syntoniser avec cette demande sociale qui conduit à une amélioration de la qualité, ce que nous avons dit en avant, du système éducatif et qui peut être transféré à d'autres centres éducatifs. Pourtant, notre conception de l'innovation sera ça. Mais que ce n'est pas l'innovation. Pourtant, ne sera pas l'improvisation. Qu'est-ce que nous ferons? Non. Hein? Bon, nous sommes des maîtres en cette part de la Méditerranée de l'improvisation. Nous maîtrisons l'improvisation. Mais nous ne pouvons dire que si nous improvisons un jour, bon, nous pouvons improviser quelque chose bien. Mais pas tout le processus, nous le pouvons improviser. Ce n'est pas seulement un changement pour changer. Et ce n'est pas seulement une mode. Comme tout le monde change, comme tout le monde fait l'innovation, nous ferons l'innovation aussi. Et c'est la mode. Non, c'est bien. Non, ce n'est pas une mode. Et ce n'est pas obtenir les mêmes résultats. Si nous changeons, ça veut dire que nous voulons obtenir des meilleurs résultats, que peut-être améliorer par exemple l'expression orale ou la langue étrangère, mais peut-être aussi la cohésion sociale. Nous voulons améliorer ça, la cohésion sociale. Nous voulons améliorer par exemple l'idée de l'inclusion. Comme ça. Bon, modalité de l'innovation, simplement cette idée-là, pratique éducative de référence, initiative, il y a 3 niveaux de modalités d'innovation. C'est la même ordre qui le dit. Il y a au niveau micro des pratiques éducatives de référence. Ça veut dire qu'un enseignant, un ensemble d'enseignants peuvent lier au projet éducatif des centres, le projet éducatif de l'école, faire quelques innovations qui sont bien. On doit donner support à ces enseignants qui ont de bonnes idées pour travailler meilleur. Et pourtant, une chose, c'est ce niveau. Mais l'autre niveau, ce sont des projets d'innovation pédagogique qui se font initiative d'un centre, en groupe de centres. Par exemple, les jésuites, ici à la Catalogne, ont fait une innovation. Les 7 centres qui sont des jésuites ici en Catalogne et qui ont beaucoup de succès du point de vue, je dirais, commercial. Mais c'est ça. Ils ont fait très bon vending de tout cela. Hein? Et le 3e niveau, c'est les programmes d'innovation, qui sont des plans d'action de l'administration, de l'éducation, qui priorisent, promeuvent au niveau institutionnel. Pourtant, 3 niveaux, les pratiques éducatives, les projets et les programmes. Pratique, projet et programme. Et bon, nous pouvons dire que si nous voulons innover notre école, comment le faire? Il y a une façon de procéder en 4 phases.
la première, c'est clair, c'est la planification. Toute innovation doit être planifiée et doit répondre à certains objectifs, à certaines fins. La seconde est la mise en œuvre. L'innovation a été exécutée et mise en œuvre est fonctionnelle. Les dysfonctionnements sont observés et sont identifiés et corrigés. Il y a beaucoup d'écoles qui, quand font l'évaluation de l'innovation, ils arrivent ici et disent « Bon, ça va, ça fonctionne. Nous avons implémenté l'innovation et ça, c'est parfait, parce que fonctionne. » Mais nous étions seulement à la moitié du processus de l'innovation, parce que l'autre chose, c'est la qualité. C'est observer, recueillir des preuves, des évidences et des indicateurs, des contrastes qui démontrent que la réalisation de l'amélioration, modifier les aspects qui entravent l'amélioration et la réalisation des objectifs. C'est ça. Nous devons entrer dans la roue des demi pour faire tout cela une ligne de qualité. Et finalement, le transfert, l'adoption, l'adaptation de l'innovation dans autres centres éducatifs. Bon, il y a quelques exemples. Je vous laisserai ces PowerPoint, vous l'aurez en temps, pas de problème, hein? C'est pour vous. À la Catalogne, il y a certaines traditions de l'évaluation des centres éducatifs renforcées pour la publication de la loi de l'éducation à la Catalogne. L'innovation, quoi? Bon, on doit évaluer la planification, l'alignement des objectifs, la réalisation des objectifs, le niveau d'amélioration, qui l'évaluation interne, l'inspection du point de vue externe, mais aussi la propre administration, par exemple dans l'évaluation des programmes. Si l'administration lance un programme, par exemple, vous connaissez Ares-Creek, bien, c'est une initiative du ministère de la Consellerie d'éducation. Bon, ils feront l'évaluation, la consellerie, l'administration. Bon. Quand, avant du processus, pendant le processus, la fin du processus, je m'excuse parce que je vais un peu plus rapide parce que le temps c'est le temps. Merci. Et finalement, quelques idées de comment valorer si une pratique de référence pour ta portée à terme pour un professeur ou un conjoint de professeur peut être valoré positivement. Bon. Il y a quelques idées que nous pouvons apporter pour critères d'évaluation pour faire voir si il y a la pratique de référence c'est positif ou non. Bon, je crois que ça s'explique par elle seule. Et pourtant, les conclusions. Pour moi, trois conclusions. La première, que l'évaluation de l'amélioration doit être faite dans un cadre de planification stratégique. La seconde, pour s'améliorer, il faut s'évaluer. Et pourtant, l'évaluation, c'est le moteur de l'amélioration. J'espère que avez démontré ça. Hein? Et finalement, l'innovation éducative doit être validée par l'évaluation en tant qu'élément de la qualité de l'éducation. Et il y a une phrase comme corollaire faite en portugais. J'ai un projet avec mes camarades du Brésil. Nous faisons ce projet sur le travail conjoint avec le Brésil, le Portugal et l'Espagne. Et la vision du Brésilien, c'est très intéressant. Parce qu'on dit, bien, vous faites l'évaluation sur
par exemple PISA. Hein? Bien. Et vous faisiez quelques rankings avec PISA. Et pourquoi nous faisons une autre vision de la qualité? Pourquoi ne faisons que la qualité d'un système éducatif doit être évaluée pour les résultats avec les plus défavorisés, hein, pour les plus faibles. Si notre école peut améliorer, peut remonter les plus faibles, aussi sera une vision très positive de ce que va être la qualité de notre école, de notre système éducatif. Bon, merci. Bon, si vous voulez poser quelques questions sur ça, il y a beaucoup de questions ici. J'espère que répond à la question que vous voulez poser. Et ce sont des idées que nous partageons en ce moment-là, quand nous travaillons pour aider les centres, les établissements qui vont faire l'innovation, Donc il est nécessaire penser, repenser toutes ces choses, et les faire d'une façon que nous conduiserons au succès. Voilà, je peux faire casser la glace, comme ça. Alors, en Italie, nous avons, dans toutes les écoles, on commençait à faire un plan d'amélioration. Le problème, c'est que